très belle performance pour Laurent. Il arrive vraiment sur le tour en grande forme. Hein. Oui, compte tenu des conditions atmosphériques, c'est pratiquement aussi bien que Thierry Marie qui avait fait 9,16. Eh bien, c'est bon signe là, alors que Laurent Dufaux est à l'attaque lui aussi. Laurent Dufaux qui court avec Richard Virenque. Ce sera l'allié de Richard dans la montagne. Revenons sur la scène de Richard Virenque. C'était extraordinaire avec la famille. Richard Virenque, c'est un coureur particulier. Hein. Sa popularité a déjà largement dépassé le cadre du sport et le cadre du cycle en particulier. Il faut se souvenir que c'est lui qui a offert le chèque qui représentait tous ses gains sur le Tour de France à une œuvre humanitaire l'année dernière. Pour le Rwanda, 250 000 francs. Le Rwanda, 250 000 francs, c'est beaucoup d'argent pour un coureur professionnel. Et je trouve que ses parents sont d'une jeunesse extraordinaire. C'est vrai que c'est un homme du soleil, il habite près de Hyères et il attend la chaleur, il aime la chaleur. Eh bien, le voici, Richard, voilà. En haut et gauche de l'écran. Regardez l'effort qu'il fait avant pour être monté en température. C'est comme un moteur finalement. Hein. C'est comme un moteur l'organisme d'un coureur cycliste. Hein. C'est le principe du prologue. Lorsque l'on regarde le journal le lendemain, on voit que ça a duré 2 minutes. En réalité, le coureur a été occupé toute la journée pour faire un prologue. Hein. Pas mal du faux, 9,40. C'est bien, c'est bien. Tous les coureurs qui arrivent sous la pluie et qui font moins de 10 minutes font une performance. Mais quand même, il serait étonnant que Indurain, Rominger et les autres fassent éclater le temps de encore que. Je vois alors que Konitschev va arriver, je vois que Bernard Thévenet est assez sceptique quand même, il y croit encore. Non, je pense comme vous. Je pense que ça sera très très difficile pour Boardman, Indurain ou Rominger de reprendre 19 secondes à Thierry Marie qui apparemment aurait très bien viré, aurait pris beaucoup de risques, n'aurait pas perdu beaucoup de temps. Et pour reprendre 19 secondes à Thierry Marie, ça sera difficile. De Boardman, de Rominger et d'Indurain, quel est celui qui est le plus à l'aise sous la pluie? Boardman ou Rominger? Oui, Boardman est quand même un casse-cou, hein, ça on le sait. Mais je crois qu'Indurain va vraiment... C'est un anglais quand même. Hein. Oui, Indurain va sans doute un petit peu... si vous voulez, Boardman joue très gros aujourd'hui. C'est la course de son année. Il peut prendre le maillot jaune. Oui. En revanche, pour les deux grands favoris, pour Indurain et Rominger, je pense qu'ils auront une arrière-pensée et qu'ils ne voudront pas hypothéquer leur chance dans ce Tour de France sur ce prologue. C'est bien là justement le dilemme de ce prologue, c'est que est-ce qu'il faut prendre des risques pour gagner quelques dixièmes de seconde dans une course qui dure 100 heures? Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est le problème. Psychiquement, c'est très difficile à résoudre mentalement. C'est Jean-François. C'est une prise de risque. Jean-François Bernard, exactement. Vous avez bien reconnu Michel. Jean-François Bernard qui réalisa ce fameux exploit sur le Mont Ventoux. Vous vous en souvenez, et qui depuis malheureusement n'a pas réalisé les grandes performances qu'on pouvait espérer. Il avait mis quoi, 55 minutes pour faire monter le Ventoux? 59 je crois. 52. Et nous, c'est une question à 10 000 $. C'est plus de 2 heures en ce qui me concerne. Plus de 2 heures et quart. Jean-François Bernard, quel grand coureur. Vous n'aviez pas le même vélo, Michel. Non, on n'a pas le même vélo ni le même âge que Jean-François, mais quand même. Vous le situez comment maintenant? Jean-François Bernard, il est déjà, il a la trentaine dépassée, il a 30 ans environ. Ouais, c'est difficile de parler à sa place, mais je crois qu'il a été très près de remporter le Tour de France. Et c'est maintenant qu'il ne pourra plus le faire. Oui. Et il doit évidemment se rabattre sur d'autres objectifs. Je sais que si j'étais à sa place, ça m'ennuierait beaucoup de partir sous ce temps-là. Je ne prendrais pas trop de risques. Alors, deux informations. Yoann Mousséou là qui va arriver, le très beau sprinter de l'équipe Mapei, le coéquipier de Rominger. Une autre information, c'était le départ de Jean-François Bernard, mais important, nous retrouvons Gérard Holtz aux côtés, Gérard, de Miguel Indurain tout simplement, alors que Capucci va dans quelques instants franchir la ligne. Tiens, on suit l'arrivée de Claudio et ensuite on va rejoindre Miguel Indurain avec Laurent Belay qui sera avec nous en direct. Allez, on suit Claudio, le puncher, le Diablo, qui perd, allez, on va dire 42 secondes, un petit peu moins peut-être, 37 secondes. Tout de suite avec Laurent Belay, voilà, c'est une image forte. Là-bas derrière, c'est Miguel Indurain qui s'échauffe. Et oui, Miguel Indurain qui est en train de s'échauffer. Et croyez-moi, Miguel Indurain, eh bien, rien ne le perturbe. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu avec lui. Il est à l'abri, il est en train de faire du home trainer. Environ 1 heure de home trainer pour lui avant de prendre le départ, histoire de transpirer parce qu'il faut être un peu explosif sur ces 7 km 300 de prologue. En tous les cas, Miguel Indurain est très détendu avant ce départ. Peut-être pour remporter son 5e tour. Il a décidé, c'est une évidence,
de ne pas utiliser son Espada, le vélo avec lequel il avait battu le record de l'heure l'an dernier. Il a pris un vélo classique et il semble que Miguel Indurain ait décidé à faire un bon chrono, même s'il est certain qu'il ne prendra sans doute pas tous les risques. Merci Laurent, vous n'hésitez pas à intervenir lorsque vous avez des informations de ce type. Nos liaisons fonctionnent toujours et nous en sommes ravis. Nous sommes donc en direct. Voilà l'arrivée de Bontempi, non? Nous sommes en direct, oui, avec l'Espagne. On va retrouver le clan Indurain. Après le clan Virang. Regardez, ils sont au chaud. C'est fou ce que le frère de Miguel lui ressemble. Hein. Vous avez 40 secondes, Francis, c'est à vous. Absolument. Eh bien, écoutez, on va lui demander à Prudencio si c'est normal que Miguel Indurain s'entraîne depuis 1 heure sur le home trainer. Una hora sobre el home trainer es normal? Bueno, no es normal, ¿no? Normalmente siempre entrena sobre la ruta, ¿no? Pero es caso excepcional, ¿no? Que un prólogo todo el día lluvia y bueno, hoy le ha tocado entrenar en rodillos. Eh bien non, évidemment, c'est parce qu'il pleut qu'il s'entraîne comme ça. D'habitude, il s'entraîne sur la route. Alors effectivement, il est obligé de faire du home trainer. Alors encore une question à Aitor David. Vous savez, c'est le président du fan club. Gérard Ruel, le ¿Es Breton. importante la figura aquí de Miguel Indurain? Miguel Indurain es importantísimo la figura de él porque ha ayudado mucho a fomentar el ciclismo base aquí en Villaba y es un ídolo para toda la juventud y ha ayudado mucho. O sea, cada día hay más ciclismo y más aquí en Villaba. En toda España y más aquí en Villaba. Alors il dit simplement que pour les jeunes, effectivement, c'est un moment exceptionnel parce que depuis qu'il est là, eh bien l'affection, c'est-à-dire que toute la joie des jeunes eh bien, est sur le vélo et les jeunes sont effectivement amoureux de vélo depuis, dans cette région, en tout cas depuis Miguel Indurain. Merci Francis. Alors, un breton de Rennes. Exactement, avec un faciès de puncher. Il est à 70 km de chez lui, Gérard Rouet, équipier modèle d'Indurain, on le verra encore dans la montagne. Voilà un équipier exceptionnel, Bernard. Non? Excellent. Ces images sont de plus en plus étonnantes avec la nuit qui tombe pratiquement, puisque le ciel est très couvert, vous en doutez, avec cette pluie. Et comme on le précisait tout à l'heure, Michel, la vidéo triche beaucoup. Hein. Là, c'est une image de jour que l'on voit, alors que c'est presque la pénombre qui s'installe sur Saint-Brieuc. Et il y a beaucoup de spots placés par la SFP sur le parcours. Hein. Il y a beaucoup de projecteurs. Regardez, ça c'est impressionnant. Et la pluie qui tombe toujours. Oui, j'allais dire sur les routes de son enfance, puisque comme Bernard Hinault, il en a gagné des courses quand il était jeune dans la région, et des critériums. Regardez comme elle est belle cette image. Oui, on entend le public, on sent que c'est un des régionaux de l'étape. Lui. Ah oui, il y a de l'ambiance. Ah, ils sont venus de Rennes applaudir Gérard. Il perd 1 minute quand même, Gérard, un petit peu plus. Regardez comme la roue arrière a chassé dans son sprint. Ça c'est dangereux, Bernard. Ouais, c'est dangereux, mais le coureur arrive tout de même à la contrôler. Il sent, Gérard, jusqu'où il peut aller, jusqu'où il ne faut pas dépasser. Olaf Ludwig au kilomètre. Olaf Ludwig, ancien vainqueur de la course de la paix, ancien champion olympique, ancien champion du monde amateur. Olaf Ludwig, eh bien... Quelqu'un de rapide au sprint. Oh là là, c'est un immense champion. Venu un peu tard à l'ouest. Hein, il était on le voit souvent sur Paris-Roubaix aussi. Hein. Bien évidemment, il a terminé 2e derrière Gilbert Duclos-Lassalle. D'un boyau. Alors qu'Indurain s'échauffe toujours. C'est la même tactique là. Indurain et Virang sont tous les deux sur des home trainers. Alors comme nous l'a très justement dit Gérard Rolls tout à l'heure, on a abandonné toutes les roues lenticulaires pour des roues classiques maintenant. La roue lenticulaire est dangereuse sous la pluie. Sauf qu'elle est plus lourde, elle est moins maniable. Et puis surtout maintenant les roues normales sont revêtues sur le flanc des jambes d'un revêtement céramique, ce qui permet de freiner beaucoup mieux. Bien sûr. On se croit en Formule 1, on arrive à mettre de la céramique sur les roues. Oui, absolument. Pour freiner, hein. Olaf Ludwig, c'est le successeur des illustres Rudi Altig et Co, c'est ça? Exactement, il était donc est-allemand avant la réunification. Et il y a quelques années, j'ai eu le bonheur de le voir gagner la course de la paix. C'était en 83. Et il était déjà au premier plan et ça se passait chez notre ami top modèle que nous avons reçu tout à l'heure, puisque c'était en Tchécoslovaquie à l'époque. Donc vous voyez à quel on voit comme le monde évolue. À l'époque, il était allemand de l'Est, nous étions en Tchécoslovaquie. Et bien désormais, Prague est en Tchéquie et ce coureur est allemand tout simplement. Alors depuis que nous sommes à l'antenne, vous allez voir à peu près une vingtaine de coureurs, mais il y en a 180 au départ. Et à partir de demain, sur les routes de Bretagne, de Normandie, dans les Alpes, dans les Pyrénées, venez applaudir les coureurs parce
On parle bien entendu des vedettes, mais il y en a 180 au départ, il ne faut pas l'oublier. Alors toujours des départs, bien sûr, avec bientôt les grands, hein, puisque dans quelques minutes seulement maintenant, après le départ de Baldasso, là, eh bien, nous allons retrouver De Las Cuevas dans moins d'une minute. Ensuite, on retrouvera, tenez-vous bien, Lance Armstrong, l'ancien champion du monde, Chris Borman, recordman de l'heure, il n'y a pas si longtemps, Maurizio Fondriest, ancien vainqueur de la Coupe du Monde, Alex Zoulet, Richard Virenque, Jascula, 3e du tour, Tony Rominger, Marco Pantani, Evgeny Berdzin et Miguel Indurain. Donc restez avec nous, le grand spectacle avec les grandes stars dans quelques instants. Pour l'instant, Jean-René Godard, aux côtés de Gérard Ruet, le Rennais. Alors Gérard Ruet, des conditions terribles. Vous le Breton, je suis sûr que vous devez être déçu à double titre. D'une part parce que les conditions de course ne sont pas bonnes et aussi peut-être parce qu'on va montrer cette pluie ici à Saint-Brieuc. Oui, effectivement, je suis assez déçu de courir sous ce temps dans ma région. Surtout que ça promettait un super prologue, une belle bagarre pour le premier jour. Et le temps nous a privé de cette belle bagarre et c'est dommage. Est-ce que vous avez parlé avec Miguel Indurain, votre leader? Est-ce qu'il vous a dit qu'il ne prendrait pas le risque, qu'il serait prudent? Oui, Miguel est bon, il le prend avec philosophie ce désagrément et je crois même qu'il ne va pas prendre son vélo contre la montre, il va prendre son vélo normal et premier rendez-vous loupé pour les leaders. Merci Gérard Ruet de ce témoignage et confirmation, Patrick Chen, donc, que Miguel Indurain utilisera un vélo normal. Oui, alors vous avez vu un peu de mélancolie dans les propos de Gérard, c'est son côté breton, il voulait faire de la publicité à sa région. Mais qu'il se rassure, Miguel, il faisait tellement beau ces jours, c'est pas parce qu'il pleut ce soir qu'on va en tirer des conclusions. Hein. Alors que Miguel Indurain là, va signer la feuille de départ sur le podium. J'aimerais qu'on revienne, Michel, justement sur l'attitude de Miguel Indurain. À quelques minutes d'un prologue dangereux, il avait un large sourire tout à l'heure. Ce qui est extraordinaire voilà, c'est De Las Cuevas qui est au départ. Ce qui est extraordinaire avec Indurain, c'est que même quand il souffle, ça ne se voit pas. En tout cas, il le cache plus que les autres. Vous le verrez dans la montagne, il y aura une bagarre gigantesque dans les Alpes et dans les Pyrénées. Et Indurain est toujours souriant. On a l'impression que son sourire se transforme en rictus quand il souffre, mais c'est jamais, je ne sais pas ce que vous en pensez Bernard, un rictus de douleur apparent. Ouais, il faut dire que chacun cherche à cacher son jeu, ouais. Donc on essaye toujours de faire croire que l'on est bien, mais je pense qu'il y a tout de même des moments où Indurain doit souffrir un petit peu. Mais il est vrai qu'il cache assez bien son jeu. On n'a jamais l'impression qu'il est vraiment à fond, qu'il est vraiment en difficulté. Voilà son ancien équipier qui finit, hein, car Jean-François Bernard a couru pour Indurain. Bien sûr, et avec beaucoup de tempérament et de qualité. Jean-François n'avait plus la classe, entre guillemets, il avait toujours la classe, mais plus les possibilités d'être un leader. Il a su très intelligemment aller courir pour le plus grand et il a rendu d'immenses services, on s'en souvient l'an passé. Et il a changé d'équipe, donc. Et voilà. Et depuis, maintenant, il est rentré dans l'équipe française Chazal pour tenter donc de donner un peu plus de lustre à cette équipe qui est un peu en dedans pour l'instant et on l'attend un peu au tournant, j'allais dire. On espère que cette équipe Chazal, la direction du Tour de France lui a fait confiance en l'engageant, en lui donnant une white card, on dirait en tennis. Eh bien, on est sûr que l'équipe Chazal, avec Jean-François Bernard notamment, va nous montrer qu'elle est capable de faire des belles choses aussi. Depuis que je sais que Jean-François Bernard a monté le Ventoux en 50 minutes, il est mon idole pour la vie. Alors on rappellera que dans cette équipe Chazal, il y a Jean-François Bernard, mais il y a également le Mexicain Miguel Arroyo, et puis Gilles de Lyon, l'ancien vainqueur du Tour de Lombardie, et Bruno Cornillet, qui en est à sa 10e participation au Tour de France. Cornillet qui est quelqu'un de la région aussi. Bien sûr, c'est un breton, c'est un guerrier, on dit ça de lui dans le peloton. Et je pense que cette équipe Chazal, avec l'Estonien Kirsipou également, est capable de faire des grandes choses. Il faut y croire. Petite précision pour les téléspectateurs, c'est qu'il y a un écart plus grand maintenant entre les coureurs, parce qu'avant ils partaient de minute en minute et maintenant de 2 en 2 minutes. De 2 en 2, c'est ça. Il fallait en effet le signaler. Ah, voilà un beau coureur qui nous a gagné Paris-Roubaix l'an passé. Oh, c'est un mot, c'est une Ferrari lui aussi. Hein. Ah oui, c'est un homme formidable. Schmid. Et lui, il ne va pas avoir peur, hein, parce que dans la série Baroudeur, André Schmid, il est là. Oui, on m'appelle. Oui, Patrick, c'est Jean-René Godard avec Jean-Cyril Robin, l'un des meilleurs coureurs français de ce début de saison. Témoignage de Jean-Cyril sur les conditions de course. Les conditions, elles sont vraiment pas faciles. Les premiers ont eu de la chance, sont partis sur le sec. Nous, sur route très glissante. Bon, c'est un virage où il y a beaucoup de relances. On est obligé de virer très prudemment et dès qu'on relance à bloc, il faut à nouveau freiner pour assurer les virages, parce que ça glisse énormément. Pour votre leader Richard Virenque, impératif ne pas prendre de risques, je pense. Ouais, ne pas prendre de risques. Je pense qu'aujourd'hui le temps c'est pas un problème de perdre 40 ou 1 minute. Je pense qu'il faut assurer, pas tomber et puis bon, ça finira par sourire. De toute façon, aujourd'hui, ça sert à rien de prendre des risques, je pense. Merci Jean-Cyril Robin.
Ça, voilà un séducteur, plein écran. Ah oui, mais le grand Mario. Bel Italien. Qu'est-ce qu'il va vite au sprint, qu'est-ce qu'il est puissant. Alors bonne nouvelle, Gérard a pu rejoindre nos invités. Donc je crois qu'on va pouvoir établir le contact. Gérard? Contact rétabli. Et voilà. Contact rétabli, mon capitaine. C'est vrai qu'on est passé du Brésil à l'Irlande en 3 jours. Hein. On a vécu ici dans les Côtes d'Armor l'organisation du Tour sous un soleil extraordinaire. Cet après-midi encore, il y avait du soleil ici. On l'a bien vu au moment de la présentation des coureurs et qu'on a basculé là un peu du côté irlandais ou du côté écossais. On s'est abrité dans le nouveau décor de Vélo Club qu'on retrouvera demain après-midi. Philippe, c'est là. Vos impressions à la vision de ces images, Philippe? Je dis bravo à tous les coureurs parce que c'est vraiment très difficile de faire du vélo dans ces conditions-là. La course est un petit peu faussée malheureusement et je dirais bravo à Thierry Marie parce que faire 19 secondes de plus que Jackie Durand, c'est beau par rapport à ces conditions. Ronan Pinsec, vous avez déjà vécu, vous, des conditions comme ça pour un prologue? Non, pas du tout, pas du tout. Mais bon, c'est vrai que c'est embêtant parce que la première bagarre entre les grands ne va pas avoir lieu, ça c'est clair. Parce qu'avant tout, il ne faut pas prendre trop de risques. Mais c'est un peu dommage pour la course, quoi. Noël Quedel, à tout malheur est bon. Il pleut, les conditions sont difficiles, mais en même temps, on assiste à un super spectacle. Vous qui représentez la presse écrite, vous êtes le patron du Parisien. Oui, je suis d'abord triste pour le public, parce que la force du vélo, c'est qu'il va à la rencontre de ses spectateurs, de son public. La rencontre avait eu lieu, elle était magnifique. J'ai fait le tour du parcours il y a 2 heures, il était noir de monde. Il est maintenant un petit peu déserté, ses retrouvailles sont un petit peu gâchées. Donc je suis triste pour le public. Mais la course va partir demain sur des bases nouvelles, peu orthodoxes, amusantes, intéressantes. Et peut-être la première semaine de course va être passionnante à cause de ça. Et le grand titre du Parisien lundi, ce sera quoi? Vive le Tour, vive la fête. Professeur Cabrol, vos impressions? Ah ben moi je crois que c'est une très belle expérience parce que évidemment s'il avait fait beau ça n'aurait rien eu de particulier, mais là ça va montrer des choses spéciales. Ça, voyez, on entend dire qu'il ne faut pas prendre de risques, on voit que les coureurs font attention, c'est déjà une tactique qui s'ébauche et je crois que ça c'est très intéressant. Et le dernier mot maintenant pour la représentante féminine de nos invités, Brigitte. Est-ce que, en voyant les coureurs descendre à 70 km/h, vous commencez à avoir peur éventuellement pour Tony Rominger? Non, moi je ne sais pas prendre. Lui fait un grand risque, oui, avec le pluie. Mais lui fait la meilleure chance quand c'est possible. Mais moi je ne sais pas prendre. Lui fait un grand risque. Vous n'avez pas peur pour lui? Non. Pour l'instant, vous n'avez pas peur. Et là, vous avez le cœur qui bat déjà un peu plus ou pas du tout? Votre cœur? Ah, normalement, oui, mais aujourd'hui, moi, c'est comme ça très nerveuse pour moi. Et moi, pas du temps pour faire nerveuse pour lui. D'accord. Voilà, les confidences de Madame Rominger. Merci Gérard. Alors on va noter la belle, mais ça ne nous surprend pas, la belle analyse de Noël Quedel qui disait que ça va peut-être donner un ton différent à la première semaine. Ça c'est le successeur de Greg LeMond dans le cas des Américains. Ancien champion du monde. Et ancien triathlète. Hein. Vous avez vu et ancien vainqueur d'étape. Ah, oui. Ouais. Il s'est fait une belle glissade. Oui, Noël Quedel disait que le tour va être changé, c'est vrai. Mais moi je pense quand même que le match a lieu. C'est un match différent. Mais entre les grands, Bernard, le match va avoir lieu. Évidemment. Parce qu'on va quand même avoir des écarts peut-être importants entre Miguel Indurain et Tony Rominger. Ils partent avec les mêmes conditions. Donc le match va avoir lieu. Ils partent avec les mêmes conditions, les mêmes motivations. Je pense qu'ils vont faire tous les deux le maximum. Simplement, ils vont éviter le maximum de risques. Mais tous les deux, de toute façon, vont faire une belle course et vont prendre des risques. Il faut préciser, ils vont en prendre pas trop, mais ils vont en prendre tous les deux de la même façon. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la bicyclette, le vélo, Jackie Durand ne gagnera pas le Tour de France, c'est évident. Bien sûr. Donc le match va avoir lieu, absolument. Alors, Roger Leget est aux côtés d'un de nos envoyés spéciaux, Laurent Belay, je crois. Roger Leget, le directeur sportif de Chris Boardman. Il va être intéressant de savoir, au micro de Laurent, donc, quelles sont les consignes données à Chris. Est-ce qu'on donne tout quand même, puisque Chris Boardman misait pratiquement toute sa saison sur la course d'aujourd'hui? Oui, Roger, le prologue, c'était l'objectif, l'un des objectifs majeurs de Chris Boardman. Et puis il y a la pluie. Est-ce que vous pensez qu'il peut descendre sous les 9 minutes, Chris, ce soir? Non, ça va être très difficile parce qu'on voit bien tous les temps. Il n'y a que Thierry Marie qui a approché à 15 secondes. Donc ça va être vraiment très difficile pour Chris. Cela dit, il s'est préparé comme si c'était normal, que c'était sur le sec. J'espère que dès le début, il ne va pas avoir peur dans les premiers virages pour qu'il reste rassuré, concentré jusqu'à la fin. Et on verra. Merci Roger. Merci à vous. Alors, Gérard Holtz a retrouvé l'ancien champion de France, double champion de France, celui qui pourrait dans quelques instants porter le maillot jaune. Il doit être très ému, très tendu. Gérard, à vos côtés, Jackie Durand. Il était parti à son hôtel.
Il était au massage, Jackie, lorsque je vous ai téléphoné. Gentiment, il a pris une voiture pour venir nous rejoindre. Vous êtes toujours en tête du prologue. Vous avez pour l'instant le maillot jaune sur les épaules, Jackie. C'est vrai que pour moi, c'est une très grosse surprise. J'étais avant tout parti très tôt ce matin pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir regarder tranquillement le contre-la-montre à la télévision. Bon, ben, comme pratiquement tous les prologues, comme tous les contre-la-montre, je l'ai vraiment fait à bloc. Et bon, j'estimais que j'étais dans une bonne condition. Mais bon, de là à devancer tous les ténors, bon, c'est sûr que quand j'ai vu la pluie arriver, j'ai commencé à y croire. Mais bon, c'est certain, je vais terminer dans les 10 premiers, mais reste à savoir si un Tony ou un Miguel ne va pas me devancer Gérard, dans l'ascension. il va assister, voilà, il assiste. Lasquevas qui est en bonne condition également. Regardez, commentez Jackie, commentez Armand. Eh bien, il est dans le dur ou pas là? Bah, disons qu'il emmène, on a l'impression qu'il n'avance pas trop, mais il emmène toujours un braquet assez énorme. Et donc, on le voit, il se bat bien tout de même. Et il faudrait savoir exactement les pointages. Je crois qu'il y a Bernard Kilfen qui a donc mes pointages. Moi, j'étais parti tôt ce matin également pour avoir des bons pointages pour le reste de l'équipe. Et donc, espérons que Armand se rapproche de mes temps. Mais et s'il peut rentrer le plus près de moi ou même devant moi, ce serait un gros cadeau que nous ferait Armand. Donc il se bat jusqu'à l'arrivée et ça c'est bon. Patrick, on avait dit un 52-11 pour le braquet de Armand de Lascueva, c'est énorme, ça fait plus de 10 mètres à chaque tour de pédalier. Bien, disons que moi j'avais opté pour un peu plus gros même puisque j'avais le 54-11 et bon, je l'ai emmené dans la longue portion de descente. Et bon, j'ai fait de façon à assez m'économiser pour ne pas arriver fatigué au pied de la côte. Ah, il ne sera pas battu, Jackie, vous savez, donc je crois qu'on peut lui dire. Hein. 40 secondes, il limite la casse un petit peu comme tout le monde. Mais c'est vrai que c'est pas un grand descendeur sous la pluie, donc ça l'a peut-être perturbé plus qu'un coureur comme Thierry Marek. Oh, l'image de Chris Boardman. Sous la pluie, avec cette pluie extraordinaire, on a l'impression qu'il tourne un film et que la pluie est fausse. C'est une vraie pluie. C'est inouï l'image à laquelle nous venons d'assister. Alors que là, eh bien, c'est Pelliccioli, Oscar de son prénom, de l'équipe politique qui va prendre le départ. Dans cette équipe, il y a un Français, Éric Boyer, je crois, non? Exactement, c'est ça. Il sait tout, Michel. Je crois qu'il y a Éric Boyer dans l'équipe politique. Mais vous croyez bien, il n'y a aucun problème. Boyer qui avait terminé 5e du tour il y a quelques années et qui est un petit peu en dedans maintenant. Il y a également dans cette équipe Tochkin, attention, un Autrichien, Georg Tochkin, qui est assez impressionnant. Et puis Fidanza, Chirea, Outchakov, bien sûr. Schmil, que vous avez vu sur les routes de Paris-Roubaix. Lui, c'est un baroudeur. Hein. Ah oui, bon, il ne fera pas un énorme temps à cause de la pluie. Rien ne lui fait peur, lui. Hein. Mais en plus, c'est pas un vrai spécialiste des prologues. Non. Mais visiblement, il a tout donné. Je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'a dit Jackie Durand tout à l'heure. Vous avez entendu à un moment, il a dit « Je suis parti tôt ce matin ». Parce que c'est la journée d'un coureur cycliste. Elle commence au départ, elle se finit à l'arrivée. C'est une belle image. Un coureur qui fait le départ, par exemple, au départ, on dit il est parti de bon matin. Il y a que dans un, un contre-la-montre, on peut arriver, rentrer à l'hôtel et regarder les autres. Hein. Attention, dans quelques instants, donc ce sera le départ de Boardman. Le temps pour nous de rejoindre Thierry Laurent aux côtés de Gérard. Thierry Laurent pourrait porter le maillot vert tout à l'heure. Thierry, le micro, votre réaction. Voilà, regardez Chris, regardez Chris. Je suis assez heureux parce que je ne pensais pas ce matin en partant de bonne heure. Juste un instant Thierry, on regarde Boardman, l'image de Boardman. Décrivez-moi ce qui se passe dans votre tête. Voilà, Chris en pleine concentration et je pense que oui, il prend des risques pour prendre le maillot jaune, oui, il fait comme les grands leaders, va assurer et prendra 30 secondes sur Jackie. Vous feriez quoi vous à sa place? Bah, je serais comme lui, je passerai la montagne sûre, je ne prendrai pas de risque dans la descente parce qu'elle est assez dangereuse. Et si une chute peut arriver, ça peut être le tour qui s'arrête ce soir. Voilà. Combien de millions de dollars aurait-il parié qu'il ne porterait pas le maillot vert ce soir? Voilà Boardman. La Luma que nous avons mis en place, Michel. Ça doit être monsieur, c'est Bechery qui est à côté de lui, non? C'est bien sûr Serge Bechery. Serge Bechery qui est l'assistant de Roger Leger. Ils sont heureux dans cette équipe, hein. Eddy Seigneur est champion de France. Oui. Colotti a terminé 2e, tout va bien pour eux. Chris est parti à fond. Voilà. Il a pris une roue lenticulaire à l'arrière, oui, il a pris quelques risques. Oui, une roue lenticulaire. Il prend tous les risques, c'est sûr. Pourvu qu'il n'en prenne pas trop. Il avait fait un début de Tour de France canon l'an dernier, non? Chris Boardman, il est arrivé en Angleterre avec le maillot jaune ou pas? Il est arrivé juste avant, je crois. Il a perdu avant. Et regardez les risques qu'il prend. Et Régis Forissier a eu la bonne idée de mettre une moto pour suivre Chris Boardman jusqu'au bout. Oh, il va vite, car il faut vraiment être attentif à ce qu'il va réaliser. Il prend tous les risques, Chris Boardman. Et on pourrait avoir des surprises. Je crois que Jackie Durand doit croiser les doigts là
car Chris Boardman est parti pour faire un truc. Là, j'ai peur dans les virages, là, hein, parce que là, il va vraiment très vite. Hein. Oui, vous avez vu la différence par rapport à Bugno tout à l'heure. Ah, c'est Bugno qui impressionnant. freinait prudemment, alors que Chris Boardman, lui, pédale dans les virages, il va très vite. Oh là là. Alors, on ne écoutez, peut pas lui porter malheur, dire qu'il va trop vite. Il y a une image, messieurs, il y a une image angoisse, formidable là, qui nous attend. C'est le fameux virage à 360 là. degrés là-bas. Comment Chris va pouvoir le négocier? C'est vrai qu'on est un petit peu Il a une machine inquiet. futuriste. Hein. On est un peu inquiet parce qu'il a pris son vélo Lotus, il a mis une roue lenticulaire. Là, il y a un premier virage à gauche. Oh là là, c'est passé. C'est passé. Et il sort près des balustrades. Hein. Oh là là, le prochain virage est bien pire encore. C'est un triple virage pratiquement, puisqu'on fait demi-tour. C'est un virage à 360 degrés. Celui-là, il va falloir arrêter de respirer. Et je suis très angoissé pour la descente parce que vous m'avez dit que Thierry Marry est descendu à 75-76 tout à l'heure. Parti comme il est, il va même faire un temps cadeau dans la descente. Attention Michel. C'est une patinoire les virages, il faut le savoir. Hein. Non, il tourne très doucement également. Il est obligé de relancer maintenant. Il est obligé de rouler doucement. Intérieur. Oh, c'est de la technicité, c'est de la Formule 1 ce qu'il a fait là. Et il est relancé, il est reparti. Il va faire un gros temps. Très belle trajectoire. Il a vraiment pris il a perdu minimum de temps. Trajectoire. Il a commencé son virage vraiment très à gauche. Plongé à la corde, mais pas trop parce qu'à la corde ça glisse un petit peu plus. Alors son directeur sportif qui lui donne les temps. Voilà, il lui donne des temps intermédiaires avec le haut-parleur qui est sur la voiture. Sur la voiture, oui. Et parce qu'en criant comme ça derrière avec la voiture, le coureur ne peut pas entendre. Il faut avoir vraiment. On croise les doigts, on croise les doigts. La ville de Saint-Brieuc, comme vous ne l'avez jamais vu, si vous habitez les Côtes d'Armor et vous suivez là une bombe, une véritable bombe. C'est impressionnant. Hein. Ah, ce sont des images inouïes. Avec des conditions atmosphériques pareilles, j'ai rarement vu quelqu'un aller aussi vite sur un vélo. Alors Michel, je sais que comme nous, vous respectez les grands champions, vous respectez les coureurs cyclistes. Je crois que là, j'allais dire, ça se passe de commentaires à ce niveau-là. Ce sont des gens qui méritent vraiment d'abord notre admiration, mais aussi notre respect, parce que ça, il faut quand même le faire. Hein. Et vous allez voir comment il va attaquer ce long faux plat qui n'en finit pas, qui est un vrai casse-pattes. Et la descente après. Il est tombé. Il est tombé. Aïe. Il est tombé devant la touché par la voiture. Non. J'espère qu'il n'a pas été touché par la voiture. Non, il n'a pas été touché par la voiture. J'avais peur de ça. J'avais peur de la chute. Il allait tellement vite. Il est touché à la cheville. Oh là là, on le voyait venir. Là, vous vivez un vrai drame. On le voyait venir. Ça, c'est un drame épouvantable. Un champion de la dimension de Boardman qui a voulu tout donner. Quelle malchance. Le temps était parfait, je le répète, il faisait tellement beau hier. Il est parti tellement vite, pourvu surtout qu'il puisse être au départ de l'étape demain. Oh là là. Est-ce qu'il va pouvoir reprendre sa machine? Il est touché à la cheville gauche, j'ai l'impression. Hein. Je pense qu'il allait très vite lorsqu'il est tombé. Voilà Jean-Claude Killy à gauche qui est là. Oh là là, Jean-Claude qui est témoin de ce drame. Jean-Claude est là. Est-ce que Chris va pouvoir repartir? Et le président Jean-Pierre Elkabbach qui le suivait également dans la voiture. Chris est reparti. Non, il ne peut pas pédaler. Il peut pas. Aïe. C'est terrible ce qui arrive là. C'est terrible. Alors est-ce que c'est le coup simplement là? J'allais dire l'accélération du coup. Et il va pouvoir repartir. Il est rentré dans la barrière. Vous savez que la barrière était faite. Je pense qu'il s'est fait mal dans la barrière. Sans doute de Régis Forestier, mais il a heurté la barrière. Il essaie, mais c'est pas possible. Il est touché à la cheville gauche. C'est terrible ce qui arrive C'est là. une tragédie. Ah, le pauvre garçon. On va sans doute revoir ça au ralenti. La tête de Jackie Durand. Oui, Jackie Durand. Ah oui. Non, c'est vraiment triste pour lui. Et j'aurais préféré qu'il me devance. J'espère que son tour ne terminera pas aujourd'hui. Oh là là. Ouais, parce que si le tour s'est terminé pour Boardman après 1 minute 30 de course, c'est vraiment terrible. Alors on suit toujours Chris qui tente de repartir. Ça nous rappelle 1000 scènes de ce type dans le tour. Il reste encore au moins. Il peut pas. Attention aux coureurs qui vont arriver derrière. Il y a d'autres coureurs qui arrivent parce qu'il y en a qui est parti 2 minutes derrière. Il lui resterait encore 5 km à peu près. Andreas qui n'est pas loin derrière. Il lui resterait 5 km à parcourir, ce qui est beau. Attention. Il faut surtout que les coureurs derrière soient... Il y a un coureur qui est parti 2 minutes derrière lui. Il faut surtout que les autres coureurs soient informés. Vous voyez que le virage n'était pas très difficile. Hein. Malheureusement, c'est toujours là où on se fait prendre. Dans les endroits qui ne sont pas excessivement difficiles. Vous avez vu la vitesse du coureur. Il a touché la bande blanche au milieu, qui est d'une patinoire, la bande blanche. Oui. Quel drame. Roger Leger à ses côtés.
faudrait qu'il puisse repartir, qu'il essaye de terminer quand même. Vous savez qu'il n'y a pas d'élimination. Il est blessé au coude. Ah, il n'y a pas d'élimination sur un prologue. Il n'y a pas d'élimination dans un Donc il prologue. pourrait terminer à sa main. Il peut terminer une heure après, il n'y a pas d'élimination. Il a une blessure assez importante à la cheville gauche puisqu'il ne peut pas pédaler. s'appuyer. Le problème, c'est de savoir. On a senti donc... Je pense que les leaders vont être informés de cela, alors que Richard Virenque est au départ. Les autres leaders vont être informés de cela et ça va les inciter sans doute à ne pas prendre de risques. Avance la voiture, oui. On peut annoncer vraiment maintenant, je pense... il allait tellement vite. Patrick peut m'appeler? Oui. Patrick? Oui. Oui, c'est Thierry dans l'hélicoptère. Avec une chose... Oh là là, attendez, il est en train de partir. Attendez, il faut suivre cette image dans les bras de son directeur sportif. Le jet qui emmène Chris Boardman, c'est une image terrible. Quel malchance, je le répète, hier on se réjouissait, on se disait tiens, le temps est sec, la chaleur partait un petit peu sur... Et on se disait que bon, qu'on allait assister à un grand spectacle et maintenant c'est des un mois, spectacle dramatique. des années de sacrifices anéantis en 1 minute 30. Vous imaginez pas ce que c'est pour un champion quel qu'il soit et pour un coureur professionnel en particulier, ce que c'est que d'abandonner, parce qu'il va peut-être abandonner le Tour de France après 1 minute 30 de course. C'est une vraie tragédie là, vous venez de suivre. On nous appelle. Oui, Patrick, c'est Jean-René Godard. Je suis à côté de quelqu'un qui est en larmes. C'est Francis, le soigneur de Chris Boardman, qui regardait les images avec nous et qui hoche la tête. C'est terrible, Francis. Vous qui êtes avec Chris du 1er janvier au 31 décembre. C'est malheureux parce qu'il avait tellement envie de bien faire. Il avait vraiment fait tout pour être au maximum sur cette course. Une chute, bon, ça fait partie du vélo, c'est vrai. Premier jour du Tour, prologue, parce qu'il veut bien faire, parce qu'il veut essayer d'exister, parce qu'il veut essayer de prouver qu'il est professionnel, qu'il veut aller au bout de son système, et puis perdre tout sur 7 km. Voilà, une chute, 3 km, puis fini. Et ça, c'est apparemment, il abandonne, il est dans la voiture de Roger Leger. Donc. Puis là, la cheville, apparemment, ça passe plus, quoi. Hein. Il peut pas pédaler, et puis c'est Chris, c'est horrible. Merci Francis de ce témoignage. Je comprends, on comprend Patrick, la tristesse de Francis qui accompagne Chris Boardman depuis qu'il a rejoint l'équipe de Roger Leger du 1er janvier au 31 décembre, qu'il l'a vu véritablement tout à l'heure, il était effondré quand il a vu cette image. Alors c'est d'autant plus, Bernard et Patrick, d'autant plus terrible que je crois savoir que Chris Boardman, qui était un spécialiste des efforts courts, avait travaillé depuis des mois dans les bosses pour devenir un coureur de course par étapes et pour passer l'école. Il l'avait prouvé d'ailleurs. Il l'avait prouvé d'ailleurs. C'était l'analyse de Bernard qui pensait que Chris ne prendrait pas trop de risques. Et c'est ce que disait tout à l'heure Thierry Laurent. Il disait Chris, à mon avis, ne va pas prendre trop de risques parce qu'il sait qu'il passe les bosses. Donc il va penser à la suite du Tour. Malheureusement, Chris, comme disait son kiné, c'est son métier. Il a fait ça jusqu'au bout. Et bon, on doit relativiser. Hein, bien sûr, mais non, en plus c'est terrible pour l'équipe parce que c'est son leader en plus. Bien sûr, c'est terrible. Ça va être complètement, ça va déséquilibrer complètement l'équipe. Évidemment. Eddie Seigneur, le champion de France qui vient juste d'être sacré, était complètement prêt à travailler pour cette équipe. Ils avaient deux armes, Eddie Seigneur, ils avaient Chris Boardman, et bien toute l'équipe est déséquilibrée. Et bon, c'est une petite tragédie que vit l'équipe Gann. C'est une évidence, voilà, ce sont les espoirs de l'équipe qui s'envolent dans cette voiture. Ça vous montre aussi combien c'est dangereux pour les coureurs de rouler sous la pluie. Le plus malheureux, c'est que Chris n'est pas tombé dans l'endroit où il a pris finalement le plus de risques. Je pense qu'auparavant, il avait pris beaucoup plus. Je ne sais pas si on verra cette image au ralenti, je crois que c'est la barrière qui a touché la cheville. Oui, enfin, disons que c'est lui qui est arrivé tellement vite sur la barrière qu'il s'est fracassé la cheville contre la barrière. Donc, et s'il n'y avait pas eu la barrière, il y avait un petit mur, il serait fracassé contre le mur, c'était la même chose. Alors Brigitte Rominger va maintenant regarder son mari. Elle doit être tendue avec elle est sur le plateau avec Gérard. Vous l'avez vu tout à l'heure à 19h. Voici Tony Rominger. Avec Indurain, le favori de ce 82e Tour de France. On la voit bien. On voit bien Madame Rominger, qui a couru également, qui fait partie de l'équipe suisse cycliste. Qu'est-ce que vous pensez là? Lui est très concentré comme toujours, avant une chronomètre. J'espère que ça va tout bien avec le chute. On a parlé tout à l'heure. Boardman est tombé. Tony doit le savoir là. Moi, je pense que lui ne fait pas une risque comme Boardman. C'est terrible. Je ne sais pas qu'est-ce que moi dit. Oui, c'est terrible pour Chris, elle a raison, et elle pense qu'il ne prendra pas autant de risques que Tony. Et ben nous, en tout cas ici, on le souhaite aussi, parce que
C'est vrai que bon, on pensait grand spectacle. On a, c'est vrai, un spectacle étonnant, mais avec trop de risques, trop de difficultés pour. Alors maintenant, pour les coureurs, sur le plan purement sportif, ça va être intéressant de savoir quand même, dans des conditions atmosphériques égales, ce que Rominger, Indurain, Berzin, Virenque et les autres vont faire, quoi. Parce que moi, j'attends Berzin avec impatience, car je trouve que c'est un coureur exceptionnel. Alors là, ça va être une question d'état d'esprit et de mental, hein, Bernard. Mental. Ouais, enfin, surtout lorsque l'on apprend, parce que je pense que les coureurs ont été mis au courant, lorsque l'on apprend qu'un adversaire est obligé d'abandonner le tour parce qu'il est tombé. Ils l'ont peut-être vu sur un écran de télé en plus, donc ça gamberge après. Hein. Ça gamberge, et puis après on relativise énormément. C'est-à-dire, oui, après tout, lui a voulu gagner quelques fractions de seconde, il est hors du tour. Alors finalement, si c'est très dangereux, il faut peut-être prendre un petit peu moins de risques. Alors je vous rappellerai quand même que l'an passé, eh bien, dès la première étape à Armentières, on avait aussi un drame avec deux coureurs qui voulaient lutter pour le maillot vert, Wilfried Nelissen et Laurent Jalabert, qui avaient été donc contraints à l'abandon. Et eh bien cette année, c'est un autre drame dès le début du Tour de France. Alors on a beau dire, c'est vrai, c'est un lieu commun, que ça fait partie du jeu, que ça fait partie du lot, et c'est pour ça qu'on a autant de respect pour les champions. Mais c'est toujours dur à admettre et voir tous les efforts comme ça d'un champion, eh bien, complètement annihilé. Fondriest, beau champion italien. Ce sont les efforts d'un champion, mais également d'une équipe, puisque Boardman était leader de son équipe, malheureusement pour le GAN. On va étudier la trajectoire de Tony ici. Vous avez vu qu'il prend beaucoup plus à droite, il a commencé son virage beaucoup plus à droite que Boardman. Marco Pantani et son nouveau look. Ouais. Oh là là, Oh là. oh là là. Excusez. Vous avez vu le réflexe du coursier de Thévenet qui a hurlé. Pantani, c'est lui qui descend l'école avec la selle à hauteur de l'estomac. Hein. Exactement, il s'assied pratiquement sur sa roue arrière. Oui, il s'assoit sur la roue arrière. Pantani, c'est curieux qu'il n'ait pas de casque, qu'il n'ait pas pris de casque, c'est étonnant. Hein. Il n'a pas de casque, Pantani. Oui, c'est assez étonnant. C'est étonnant avec ces conditions atmosphériques. Et Las Cuevas n'en avait pas non plus. Hein. Ah ouais. Alors Tony Rominger. Le double virage, voilà, maintenant virage à gauche. Ah, il y a une tension. Oui. La course a changé complètement d'aspect hein, déjà. Quand la pluie a commencé à tomber à 19 h, si vous n'étiez pas avec nous en direct de Saint-Brieuc, on a vu que les visages se sont fermés et que les coureurs ont regardé le ciel avec beaucoup d'angoisse. Maintenant, la course a changé, elle est devenue plus dramatique. Hein. Et tout à l'heure, à 16h30 ou 16h, il pleuvait. Donc chacun UP, on s'est dit, ça y est, on va avoir de la pluie pour le prologue. Ensuite, la pluie s'est arrêtée, on est redevenu optimiste. Et puis elle est revenue. C'est Tsoulet, ça, non? Insidieux, c'est Alex Tsoulet, en effet. Il est beau gars, beau leader de l'équipe Once. Ah, bon temps. Hein. Regardez sa roue arrière également. Oh là là, roue arrière qui chasse. 9,23, pas mal. Gros temps. Il sera dans les 10 premiers. Berzin au départ, alors que nous attendons Richard Virenque. On peut dire un mot, et même deux, sur ce garçon. Il a 26 ans. Il te rappelle pas Hinault, Patrick Chen? Exactement, on en parle. On aime d'abord avec le tempérament d'Evgeny. Il a 25 ans, il est russe. C'est sa première participation. Il a gagné le Giro, c'est-à-dire le Tour d'Italie. L'an passé, il a été deuxième cette année. C'est vous dire que c'est un gros champion. Alors c'est sa première participation au Tour de France. Et je sais, Michel, que chaque fois qu'on parle vélo tous les deux, vous me dites attention à Berzin. Oh, il a un vélo curieux, lui. Regardez son vélo. Cadre plongeant. Il a un cadre tout à fait curieux. C'est la première fois que je vois ça sur un prologue. Hein. Non l'explication de ce cadre, Bernard? Forme de cadre. C'est un peu comme un vélo de dame. De dame. Madame Rominger, anxieuse. L'accident de Chris Boardman nous a remis un peu les idées en place. On pensait que les coureurs pouvaient prendre les virages à des vitesses fantastiques. Eh bien non, on se rend compte que le danger est permanent. Tony Rominger, Tour d'Italie cette année. Il arrive au top. Quoi. Grande forme, mais toujours alors que... Alors que je surveille d'un autre œil, si je puis dire, l'arrivée de Richard Virenque dans quelques instants. Tony, donc, qui est en pleine forme. Regardez les mollets. Voilà Richard. Et voilà Richard Virenque. Alors on doit être anxieux là du côté de Lalonde. Hein. Oui, c'est vrai que Madame Virenque, après avoir vu la chute de Boardman, devait être bien anxieuse. Oui. Mais Richard, visiblement, n'a pas pris autant de risques. Car on le répète, Virenque, il aime vraiment la chaleur. Regardez-les. Toute la famille Virenque.
est charmante, sa maman. Et son père a un physique d'acteur américain. C'est l'idole de toute la région. Je crois qu'il ne nous entend plus tellement il crie. Écoutez-les, écoutez-les. Voilà Richard. Près d'un mètre 85, 63 kilos, c'est un longiligne. Hein. Ah, il a raté le podium d'un rien l'année dernière. Hein. Ah ouais, il l'a perdu à cause du dernier contre la montre. Mais il a progressé dans ce domaine. Sa maman le regarde, sa maman le coupe du regard. Richard Virenque, avec le départ de Miguel Indurain dans quelques instants. Il se passe décidément beaucoup de choses. Richard a dû limiter les dégâts. Attention. Il va perdre une minute. Ah oui, c'est le tarif si on ne veut pas prendre trop de risques. Alors que Miguel Indurain part au moment même où Richard Virenque franchit la ligne. Donc Miguel Indurain maintenant est parti. Tous les coureurs sont en piste. Le match est lancé entre Rominger et Indurain. Un match un peu bien sûr biaisé alors que Miguel lance tout de suite la mécanique. Oui. Témoignage quand même très rapide des parents de Richard Virenque. Richard est arrivé sans tomber. Je crois que c'était l'essentiel. Céline Géraud avec la famille. Oui Patrick, j'ai pas entendu la question. Moi je disais simplement que Madame Virenque devait quand même être satisfaite d'une chose au moins, c'est que Richard ne soit pas tombé. Oui c'est vrai. Ça c'est vrai, vous avez entièrement deviné. Oui, c'est vrai que la chute ici de Borman a beaucoup secoué tout le monde. Mais en fait, bon, dès que Richard est parti, tout le monde s'est repris. Et en fait, à côté de moi, j'ai Prosper, un supporter pur et dur. Allez Richard, allez Richard. On vous laisse dans le... Prosper plaît beaucoup à Michel. Hein. Ah, Prosper, c'est une figure, Prosper. Allez, attention à Miguel. Il est parti vite quand même, hein, Indurain. Il est parti vite, il est parti surtout, c'est surprenant, avec un vélo tout à fait normal. Classique, oui. Son vélo de route, si l'on peut dire, par opposition à sa machine, son épée, son espada. C'est le match, Michel et Bernard, le match entre Miguel Indurain qui engage le premier virage là. Patrick. Oui, Jean-René. Oui, Patrick, avec Richard Virenque. Richard Virenque, vos parents ont suivi en direct sur France 2 votre parcours sur ce prologue. Et bon, vous avez perdu une minute, vous n'avez pas voulu prendre trop de risques inconsidérés. Ah, c'était vraiment dangereux, quoi. C'est-à-dire il fallait vraiment tout risquer le premier jour. Et comme en ce moment, quoi, il y a pas longtemps, j'ai pas eu de chance, je voulais pas aujourd'hui perturber mon passage au tour. Donc j'ai vraiment assuré dans les virages. Et ce qui cause une minute à l'arrivée, comme mon chrono, je l'ai fait que pendant 2 km, c'est-à-dire l'ascension. Et bon, c'est dommage que le temps aujourd'hui, c'est pas mis de la partie, mais bon, le tour, il y a encore 3000 et quelques kilomètres, je crois. Donc il restera pas mal d'étapes pour refaire le retard, mais les derniers, je crois que celui qui prendra le plus de risques, il aura une option, mais peut-être l'option, il la gâchera en tombant aussi. Merci Richard. On va essayer très vite de mettre le casque à Richard pour faire un petit duplex avec sa famille. Je crois qu'il voit l'image. On va lui faire dire un petit mot et ensuite on s'intéresse bien sûr à Rominger et à Miguel. Le casque pour Richard si vous le pouvez. Voilà, un petit mot à sa maman, Richard. Votre maman vous entend. Je voudrais dire à toute la famille que ça y est, le tour est passé et qu'ils n'ont plus qu'à subir avec moi mes performances. J'embrasse tout le monde, là, toute la famille en duplex, et amener des wagons de soleil là, sur la côte parce que ici je crois qu'il manque beaucoup de soleil et de chaleur, mais je passe un bonjour à tout le monde. Allez, merci. À bientôt. On a été ravis de monter ce petit duplex, voilà, dans des conditions un peu dramatiques après la chute, bien sûr, on l'a dit, de Chris, mais pour l'instant, c'est Tony Rominger qui va en terminer. Donc on va voir le match entre Rominger, Pantani, Berzin et Indurain. Premier temps de référence, donc, ça va être pour Tony. Tony qui a, semble-t-il, limité la casse, si je puis dire, Bernard. Oui, il a relativement bien limité par rapport à ses principaux adversaires, de toute façon. Maintenant, ce qui est important, c'est de ne pas être distancé, mais il ne faut pas chercher à prendre trop de risques pour prendre quelques fractions de seconde. Alors, il y a plusieurs matchs, hein, Michel, on l'a bien compris. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure quand on présentait le match dans le match. Il y a le match pour le maillot jaune, ce sera Jackie Durand maintenant, c'est pratiquement une certitude. Et puis, il y a le match pour le maillot jaune futur, on verra. Et bien, pour l'instant, 9,26 pour Rominger. J'allais dire, c'est pratiquement le temps à battre pour Miguel Indurain. Il y a Berzin. Hein. Il a toujours Berzin. Ah oui. Les temps sont assez proches, on trouve 9,25 Jalabert, 9,23 pour Tsoulé, 9,26 pour Rominger. Oui, on s'aperçoit que tous les favoris sont quand même là dans un mouchoir. Hein. Ah oui. Durand est en hors concours, si j'ose dire, pour des raisons que vous connaissez. Il est quand même passé à 70-42, alors que Marie était passé en 76-92. C'est dire que Miguel Indurain a choisi
Et c'est ma foi, je crois, une belle décision de limiter la casse. Et Jackie Durand peut déjà rêver en jaune. Hein. Lui qui a été vainqueur du Tour des Flandres, 2 fois champion de France. Cyril Guimard doit être fou de joie. Cyril Guimard est à nos côtés, il est effectivement fou de joie. Cyril, confirmez-moi que vous êtes fou de joie. Pour l'instant, c'est pas encore fini, mais actuellement, Indurain a 12 secondes de retard sur Durand aux 4 km. Merci. 12 secondes aux 4 km. Merci Cyril Guimard, qui pour l'instant a son champion de Jackie Durand, l'ancien champion de France, solidement accroché. C'est une surprise. Ça, c'est quand même une bonne information, parce que 12 secondes au 4e kilomètre, je ne vois pas bien comment Miguel pourrait refaire son retard. 4e kilomètre, 12 secondes de retard sur Jackie Durand, donc il va assurer. Il va assurer, c'est évident. Alors tiens, un petit mot de Francis Lafarge, qui est l'ami, l'impresario de communication. Voilà, de Miguel. Quelles ont été les consignes au départ? Les consignes, Francis Lafarge, pour Miguel Indurain, je suppose, attention. Oui, dans tous les cas, pas de risque. Avec ce mauvais temps, donc pas de risque. Une bicyclette normale, donc sans aucune nouveauté, sans aucune roue lenticulaire, pas de risque. Et je suis heureux parce qu'il a passé déjà les mauvais virages. Il va entamer la montée et je suis beaucoup plus rassuré d'après tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Merci Francis Lafarge de ce témoignage. Merci. Alors ce qui est quand même, on en parlait tout à l'heure avec Michel hors antenne, ce qui est quand même frappant, c'est que Chris Boardman a chuté, mais que curieusement, on a eu peu de chutes. C'est-à-dire que les coureurs ont de même décidé de ne pas faire la course, entre guillemets, comme Pantani qui va perdre une 50aine de secondes. Mais Chris, c'est son tempérament, il a tout donné. Ouais. S'il n'était pas tombé, il aurait fait un temps canon, hein. Oh là là. Même sous la pluie. Hein. Faut Même dire sous la pluie. Hein. Oui, bien sûr, mais Chris Boardman préparait cette étape depuis tellement longtemps. C'était son objectif principal. Il a vraiment voulu flirter avec la limite. Et c'est la 3e fois que je dis, mais je le répète quand même, il est tombé dans un endroit c'est plus de la malchance finalement. C'était pas vraiment une prise de risque phénoménale là où voilà le plus grand coureur, peut-être un des plus grands coureurs de tous les temps, avec Anquetil, toute génération confondue, avec Bernard Hinault, avec Eddy Merckx, avec Fausto Coppi. Encore qu'il ne faille pas comparer les générations. Voilà ce coureur peu bavard, silhouette familière maintenant des téléspectateurs du monde entier, qui va peut-être cette année réaliser l'exploit historique de remporter 5 Tours de France d'affilée, ce qui n'a jamais été fait. C'est tout de même étonnant qu'il ait choisi non seulement un cadre tout à fait normal, traditionnel, mais également des roues qui ne sont pas des roues avec des jantes profilées. Je pense qu'il existe d'autres roues qui ont un meilleur rendement. Et je pense qu'il y avait certainement ici des pneus ou des boyaux qui étaient faits spécialement pour la pluie collés sur ces roues. Probablement. Et il a préféré assurer avec ce matériel-là. Regardez cette mécanique, regardez ses cuisses, regardez cette position sur le vélo. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, c'est un gabarit très lourd. Hein. C'est quelqu'un qui est à 78-79 kg et qui monte l'école comme les poids plumes. C'est ce qui m'épate le plus chez lui. Il y a pratiquement 20... près d'un mètre 85, 63 kg, c'est un longiligne. Hein. Ah, il a raté le podium d'un rien l'année dernière. Hein. Ah ouais, il l'a perdu à cause du clavier contre la montre. Mais il a progressé dans ce domaine. Sa maman le regarde, sa maman le coupe du regard. Richard Virenque avec le départ de Miguel Indurain dans quelques instants. Miguel Indurain, un match un peu bien sûr biaisé, alors que Miguel lance tout de suite la mécanique. Ah oui. Témoignage quand même très rapide des parents de Richard Virenque. Richard est arrivé sans tomber. Je crois que c'était l'essentiel. Céline Géraud avec la famille. Oui Patrick, j'ai pas entendu la question. Moi je disais simplement que Madame Virenque devait quand même être satisfaite d'une chose au moins, c'est que Richard ne soit pas tombé. Oui c'est vrai. Ça c'est vrai, vous avez entièrement deviné. Oui c'est vrai que la chute ici de Boardman a beaucoup secoué tout le monde. Mais en fait, bon, dès que Richard est parti, tout le monde s'est repris. Et en fait, à côté de moi, j'ai Prosper, un supporter pur et dur. Allez Richard, allez Richard. On vous laisse dans le... Prosper plaît beaucoup à Michel. Hein. Ah, Prosper, c'est une figure, Prosper. Allez, attention à Miguel. Il est parti vite quand même, hein, Indurain. Il est parti vite, il est parti surtout, c'est surprenant, avec un vélo tout à fait normal. Classique, oui. Son vélo de route, si l'on peut dire, par opposition à sa machine, son épée, son espada. C'est le match, Michel et Bernard, le match entre Miguel Indurain qui engage le premier virage là. Patrick. Oui, Jean-René. Oui, Patrick, avec Richard Virenque. Richard Virenque, vos parents ont suivi en direct sur France 2
votre parcours sur ce prologue. Et bon, vous avez perdu une minute, vous n'avez pas voulu prendre trop de risques inconsidérés. Ah, c'était vraiment dangereux, quoi. C'est-à-dire il fallait vraiment tout risquer le premier jour. Et comme en ce moment, quoi, il n'y a pas longtemps, j'ai pas eu de chance, je voulais pas aujourd'hui perturber mon passage au tour, donc j'ai vraiment assuré dans les virages. Et ce qui cause une minute à l'arrivée, comme mon chrono, et ben, je l'ai fait que pendant 2 km, c'est-à-dire l'ascension. Et bon, c'est dommage que le temps aujourd'hui, c'est pas mis de la partie, mais bon, le tour, il y a encore 3000 et quelques kilomètres, je crois. Donc il restera pas mal d'étapes pour refaire le retard, mais les derniers, je crois que celui qui prendra le plus de risques, eh ben, il aura une option, mais peut-être l'option, il la gâchera en tombant aussi. Merci Richard. On va essayer très vite de mettre le casque à Richard pour faire un petit duplex avec sa famille. Je crois qu'il voit l'image. On va lui faire dire un petit mot et ensuite on s'intéresse bien sûr à Rominger et à Miguel. Le casque pour Richard si vous le pouvez. Voilà, un petit mot à sa maman, Richard. Votre maman vous entend. Je voudrais dire à toute la famille que ça y est, le tour est passé, qu'ils n'ont plus qu'à subir avec moi mes performances. Et j'embrasse tout le monde, là, toute la famille en duplex, et amener des wagons de soleil là, sur la côte, parce que ici, je crois qu'il manque beaucoup de soleil et de chaleur, mais je passe un bonjour à tout le monde. Et allez, merci. À bientôt. On a été ravis de monter ce petit duplex, voilà, dans des conditions un peu dramatiques après la chute, bien sûr, on l'a dit, de Chris, mais pour l'instant, c'est Tony Rominger qui va en terminer. Donc on va voir le match entre Rominger, Pantani, Berzin et Indurain. Premier temps de référence, donc, ça va être pour Tony. Tony qui a, semble-t-il, limité la casse, si je puis dire, Bernard. Oui, il a relativement bien limité par rapport à ses principaux adversaires, de toute façon. Maintenant, ce qui est important, c'est de ne pas être distancé, mais il ne faut pas chercher à prendre trop de risques pour prendre quelques fractions de secondes. Alors, il y a plusieurs matchs, hein, Michel, on l'a bien compris. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure quand on présentait le match dans le match. Il y a le match pour le maillot jaune, ce sera Jackie Durand maintenant, c'est pratiquement une certitude. Et puis, il y a le match pour le maillot jaune futur, on verra. Et bien, pour l'instant, 9,26 pour Rominger. J'allais dire, c'est pratiquement le temps à battre pour Miguel Indurain. Il y a Berzin. Hein. Il a toujours Berzin. Ah oui. Les temps sont assez proches, on trouve 9,25 Jalabert, 9,23 pour Tsoulé, 9,26 pour Rominger. Oui, on s'aperçoit que tous les favoris sont quand même là dans un mouchoir. Hein. Ah oui. Durand est hors concours, si j'ose dire, pour des raisons que vous connaissez. Il est quand même passé à 70-42, alors que Marie était passé en 76-92. C'est dire que Miguel Indurain a choisi, et c'est ma foi, je crois, une belle décision de limiter la casse. Et Jackie Durand peut déjà rêver en jaune. Hein. Lui qui a été vainqueur du Tour des Flandres, 2 fois champion de France. Cyril Guimard doit être fou de joie. Cyril Guimard est à nos côtés, il est effectivement fou de joie. Cyril, confirmez-moi que vous êtes fou de joie. Pour l'instant, c'est pas encore fini, mais actuellement, Indurain a 12 secondes de retard sur Durand aux 4 km. Merci, 12 secondes aux 4 km. Merci Cyril Guimard, qui pour l'instant son champion de Jackie Durand, l'ancien champion de France, solidement accroché. C'est une surprise. Ça, c'est quand même une bonne information, parce que 12 secondes au 4e kilomètre, je ne vois pas bien comment Miguel pourrait refaire son retard. 4e kilomètre, 12 secondes de retard sur Jackie Durand, donc il va assurer. Il va assurer, c'est évident. Alors tiens, un petit mot de Francis Lafarge, qui est l'ami, l'impresario de... L'homme de communication. Voilà, de Miguel. Quelles ont été les consignes au départ? Les consignes, Francis Lafarge, pour Miguel Indurain, je suppose, attention. Oui, dans tous les cas, pas de risque. Avec ce mauvais temps, donc pas de risque. Une bicyclette normale, donc sans aucune nouveauté, sans aucune roue lenticulaire, pas de risque. Et je suis heureux parce qu'il a passé déjà les mauvais virages. Il va entamer la montée et je suis beaucoup plus rassuré d'après tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Merci Francis Lafarge de ce témoignage. Merci. Alors ce qui est quand même, on en parlait tout à l'heure avec Michel hors antenne, ce qui est quand même frappant, c'est que Chris Boardman a chuté, mais que curieusement, on a eu peu de chutes. C'est-à-dire que les coureurs ont de même décidé de ne pas faire la course, entre guillemets, comme Pantani qui va perdre une 50aine de secondes. Mais Chris, c'est son tempérament, il a tout donné. Oui. S'il n'était pas tombé, il aurait fait un temps canon, hein. Oh là là. Même sous la pluie. Hein. Même sous la pluie. Hein. Oui, bien sûr, mais Chris Boardman préparait cette étape depuis tellement longtemps. C'était son objectif principal. Il a vraiment voulu flirter avec la limite. Et c'est la 3e fois que je dis, mais je le répète quand même, il est tombé dans un endroit qui est plus de la malchance finalement. C'est pas vraiment une prise de risque phénoménale là où voilà il est tombé. Le plus grand coureur, peut-être un des plus grands coureurs de tous les temps, avec Hank Thiel, toute génération confondue, avec Bernard Hinault, avec Eddy Merckx, avec Fausto Coppi. Encore qu'il ne faille pas comparer les générations.
Voilà ce coureur peu bavard, silhouette familière maintenant des téléspectateurs du monde entier, qui va peut-être cette année réaliser l'exploit historique de remporter 5 Tours de France d'affilée, ce qui n'a jamais été fait. Ah, c'est tout de même étonnant qu'il ait choisi non seulement un cadre tout à fait normal, traditionnel, mais également des roues qui ne sont pas des roues avec des jantes profilées. Je pense qu'il existe d'autres roues qui ont un meilleur rendement. Je pense qu'il y avait certainement ici des pneus ou des boyaux qui étaient faits spécialement pour la pluie collés sur ces roues. Probablement. Et il a préféré assurer avec ce matériel-là. Regardez cette mécanique, regardez ses cuisses, regardez cette position sur le vélo. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, c'est un gabarit très lourd. Hein. C'est quelqu'un qui est à 78-79 kg et qui monte l'école comme les poids plumes. C'est ce qui m'épate le plus chez lui. Il y a pratiquement 15 bons kilos d'écart entre lui et Virenque. Oui, mais il y a quand même une force phénoménale qui s'exerce sur les pédales ici. Hein. Alors je faisais un petit point donc pendant la Berzine. On voyait Miguel Indurain. Et son vélo de femme. Un classement complet dans quelques instants. Pour l'instant, Evgeny Berdzin, eh bien, le match entre Rominger, Berdzin et Indurain. On va voir à l'avantage de qui il tourne, car il sera intéressant de savoir celui de ces coureurs qui perd le moins de temps par rapport aux autres, bien évidemment. Il y a deux classements. Hein. Il y a le classement général avec les Français, on y reviendra. Et puis il y a le classement des stars, avec notamment eh bien Berdzin, le favori, on peut le dire, de Michel Drucker. Voilà, il perd beaucoup, Evgeny. Perdu beaucoup de temps, Berdzin. Il reste un de mes favoris pour le tour. Hein. Bah, vous avez bien raison. Alors, on ne va surtout pas vous contredire, parce que Evgeny, je le répète, a quand même été premier et deuxième du Tour d'Italie. Oui, et Bernard Hinault me dit tout à l'heure que lui aussi pense que Berdzin sera pas loin du podium à Paris, parce qu'il a 26 ans. Hein. Indurain en a 31, 5 ans d'écart, c'est beaucoup à ce niveau. Hein. Et je peux vous dire, Michel, qu'Evgeny Berdzin a aussi une qualité pour un champion, c'est que c'est un caractériel complet. Oui, il a des coups de folie. Il est complètement fou. Mais il est complet tout court. Il est complet tout court. Ah oui, il est complet. Il roule, il va vite, il grimpe. Il est plein. Mais c'est vrai qu'il est caractériel. Moi, je ne connais pas, moi. Complètement. Ah bon, il est ingérable, dirons-nous. Il est ingérable. Je parle pour ses directeurs sportifs, pas pour nous. Avec nous, il est charmant. Mais il est assez étonnant. Il a quand même un gros défaut, c'est qu'il est très individualiste et que pour gagner le Tour de France, on a besoin de ses coéquipiers. Et puis il signe des contrats un peu partout. Il est les Ivasinevich. Regardez Jackie Durand. Jackie Durand va être maillot jaune du Tour. Sa vie va changer. Ah oui, il a déjà été champion de France l'an dernier. 2 fois de suite. 2 fois de suite. Il maillot jaune. J'attends absolument le chrono. Demain au départ. Et là, c'était un peu long pour moi. Et pour Thierry, ça pouvait être 1 et 2. On a fait nos calculs. Normalement, il est derrière. Mais gros point d'interrogation. J'attends. Et bon, c'est vrai que Miguel a pris un vélo normal. Je crois que c'est ce qui était le mieux sous la pluie. Vélo normal. Il n'a semble-t-il pas pris trop de risques dans la descente. Vous êtes maillot jaune. 9 minutes 24. Vous êtes maillot jaune. Il est maillot jaune, Jackie Durand. Et Miguel perd 31 secondes. Il y a exactement 5 secondes. Rominger fait un peu mieux, je crois. 5 secondes de mieux. Vous avez le maillot jaune en gros plan là. C'est Jackie Durand, le français. À la suite, tout de suite, interview de Jackie. C'est incroyable, quoi. En plus, un doublé Casto. Je crois qu'avant le départ, on avait rêvé d'un podium avec Thierry, voire d'une première place. Ça aurait été extraordinaire. Bon, c'est dommage pour Thierry qu'il l'ait fait sous de mauvaises conditions. Et voilà, on se retrouve 1 et 2. Je crois que pour Casto, c'est royal aujourd'hui. Alors avec nous, votre directeur sportif en duplex là avec Jackie Durand. Cyril, vous avez sans doute quelque chose à dire à Jackie. Bien, je suis vraiment très heureux pour lui. Je suis malheureusement un petit peu déçu pour Thierry qui aurait pu gagner aussi ce prologue. Et je crois que c'est normal que cette victoire revienne au Castorama aujourd'hui, puisque Thierry Marey a réalisé quand même le meilleur temps sous la pluie. Et je crois que peut-être sur temps sec, il l'aurait peut-être emporté. Donc une victoire qui reste chez Castorama avec Jackie Durand. Il avait perdu il y a une semaine son maillot de champion de France qu'il portait depuis 2 ans. Il doit retrouver un maillot jaune. Je crois qu'il va vraiment être très heureux. Et vraiment tous les Castorama et toute l'équipe Casto. Et ça va vraiment être la joie ce soir. Alors Jackie, on t'aime bien, mais à mon avis, tu vas porter le maillot jaune moins longtemps que tes maillots de champion de France. Ah, il peut le garder. Il a été champion de France pendant 2 ans. Cyril, il peut garder le maillot. Je ne connais pas en détail le profil des prochaines étapes. Il peut le garder combien de temps, le maillot? Bien, vous savez, il va y avoir le problème des bonifications à partir de demain. Mais je crois qu'il faut aussi signaler aujourd'hui que les 4 premiers sont 4 Français. Alors justement, un point sur le classement avec ces magnifiques images de ce prologue. C'est Jackie Durand, donc le Français, qui est maillot jaune. Derrière lui, à 2 secondes, Thierry Laurent, son coéquipier. Un peu plus loin, Francis Moreau,
Francis Moreau à 3 secondes. Un peu plus loin encore, Laurent Brochard. Donc il y a 4 Français dans les 4 premiers de ce Tour de France. Un peu plus loin, Arsenio Gonzalez, puis Rolf Aldag, puis Andreu. Attention, Andreu est un sprinter. Il peut peut-être, comme Aldag, aller chercher des bonifications. Ce sera peut-être le prochain maillot jaune du Tour de France. Surveillez Rolf Aldag dans les jours qui viennent. Je vous donne rendez-vous alors qu'on revoit l'image. Eh ben, l'image, on aurait aimé s'en passer. Patrick, on l'étudie cette Attendez, image. regardez bien. Patrick, regardez l'image, Gérard. C'est les pieds dans la barrière. Ouais, je crois qu'il est allé chuter dans la barrière. Ouais. Et la voiture ne le tape et la voiture pas. de son directeur de Roger Leger l'évite de justesse. De justesse. Hein. Oh là là. Non, mais l'évite, non, c'est le pied dans la barrière. Le pied Gérard. dans le pied de la barrière. Patrick, oui, l'un des premiers témoins de cet accident de Chris Borman, c'est tout simplement le grand patron du Tour de France, c'est Jean-Claude Killy. Jean-Claude, vous étiez sur place, on vous a vu à l'image pratiquement relever Chris Borman. Oui, j'en suis bien désolé. On a suivi un grand nombre de coureurs avec Jean-Pierre Elkabbach. Et je dois dire que c'était vraiment époustouflant la manière dont Chris Borman a attaqué la descente. Et il n'a pratiquement pas touché les freins. On s'est demandé immédiatement s'il allait passer. Vu de 20 mètres derrière comme ça, le vélo a glissé comme ça, il a été dans la barrière. Et on a cru aussi à un moment que la voiture un peu proche de lui allait lui passer dessus. Donc je crois qu'on s'en tire très très bien. Et c'est un accident spectaculaire qui risque de bien se terminer. Malheureusement, on n'a pas de ces nouvelles immédiates, mais pour ce qui est de gagner le prologue, enfin pour gagner le Tour de France. Pour vous qui avez été un grand descendeur, Jean-Claude, il allait trop vite? Je peux pas dire ça. Si c'était un skieur, je me permettrais un jugement. Il allait extrêmement vite, il prenait tous les risques et il est en tout cas celui qui passait le plus vite de tous ceux que j'ai pu suivre cet après-midi. Mais c'est vrai que vous avez raison de souligner l'histoire de la voiture parce que à l'image, on a très bien vu Roger Leger qui pilait et la voiture qui continuait tout droit, exactement comme une Formule 1 dont on perd le contrôle. Exactement, il y avait un peu d'aquaplaning et je pense qu'on s'en tire vraiment très très bien. C'est vrai, Jean-Claude a raison de relativiser. C'est vrai que Chris perd ce Tour de France, perd ses chances dans ce Tour de France, mais il faut aussi relativiser. On est passé à côté d'un drame. Terrible. C'est vrai que bon, Chris Boardman va bien, il aura au pire une blessure importante à la cheville, mais bon, ni ses jours ni son avenir dans le vélo ne sont en danger, alors que Miguel Indurain ici, on le revoit à l'image, a choisi lui de limiter